Alors, on en parle beaucoup en filigrane depuis le début de cet après-midi. Évidemment, CSRD. On va maintenant plonger au cœur du sujet puisque je reçois Robert Ophel, qui est président de l'Autorité des normes comptables. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, CSRD, c'est 2024 déjà pour certaines entreprises. On rappelle en un mot ce que c'est. Donc, c'est une directive européenne qui a vocation à remplacer NFRD. L'objectif, c'est d'améliorer en fait l'accès à des données ESG de qualité. Pour ça, on va renforcer les obligations des entreprises en matière de reporting extra-financier, des obligations qui vont être nombreuses, sans compter qu'il reste quand même un certain flou autour de CSRD. Et ça peut être problématique parce qu'en fait, le nombre d'entreprises qui vont être concernées par cette directive européenne est assez énorme. On parle de 50 000 sociétés au niveau européen. Alors, où est-ce qu'on en est et surtout, où est-ce qu'on va, Robert Ophel? Ce sont toutes les thématiques qu'on va aborder ensemble. Grand sujet, mais avant justement d'entrer dans tout ce qui est problématique, je vais vous poser une question très simple. Où est-ce qu'on en est en termes très pratiques de qui va être concerné par CSRD et quand est-ce que le calendrier va s'appliquer? Alors, il faut avoir en tête qu'à terme, tout ce qu'on appelle les grandes entreprises dans l'Union européenne devront avoir un reporting de durabilité normalisé. Toutes ces grandes entreprises, qu'elles soient cotées ou pas cotées, et dans l'Union européenne, une grande entreprise, pour faire simple, ça commence en effet à un effectif de 250 personnes sur le groupe. C'est pas au niveau individuel, le groupe, plus de 250 personnes. CAC, en fait. Donc on est en fait ce qu'on appelle, on va couvrir beaucoup de ce que l'on appelle des ETI, oui. En fait, de plus de 250 personnes. Ça fait en effet 40 à 50 000 dans l'Union européenne et 7 à 8 000 en France. Alors qu'aujourd'hui, NFRD, comme vous l'avez mentionné, qui demande à faire ce qu'on appelle aussi une DPEF, quelque chose sur la performance extra-financière, ça touche en gros 500 entreprises. Alors, cet objectif de couvrir toutes les grandes entreprises, il se fait en 2 temps. L'année prochaine, donc au titre de l'exercice 2024 dans les reportings qui seront faits en 2025, c'est le même périmètre qu'actuellement pour NFRD, donc les très grandes entreprises qui sont cotées sur un marché réglementé, pour faire simple, et qui ont plus de 500 personnes. Donc, 500 personnels. Donc, première étape, là, il y a une marche à franchir qui est significative, on y reviendra, mais ces gens sont déjà habitués à faire des reportings qui, en France, sont déjà significatifs. L'année d'après, donc on est en 2025, sur l'exercice 2025, pour le reporting de 2026, là, c'est toutes les grandes entreprises. Et là, la marche est très, très importante, on y reviendra, il faut pouvoir la franchir. Alors, en périphérie de cela, ça sera aussi obligatoire pour les entreprises de moins de 250 personnes, mais qui sont cotées sur un marché réglementé. Et ça sera optionnel pour les entreprises de moins de 250 personnes qui ne sont pas cotées, elles, sur les marchés réglementés. Et à terme, on va aussi le demander à des entreprises de pays tiers qui ont une activité significative dans l'Union, pour avoir une sorte d'égalité de traitement entre toutes les entreprises actives dans l'Union. Donc ça, c'est le calendrier. Alors, le calendrier, justement, donc c'est ce qui est connu. 2024-2025, c'est demain, on pourrait dire. Néanmoins, il y a encore des choses qui sont floues, des choses qui ne sont pas définies. Oui. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, en fait? Pourquoi ce flou? Et surtout, qu'est-ce qui reste à déterminer? Alors, il reste 2 choses à déterminer. D'abord, comme vous l'avez dit, CSRD, c'est une directive. Et dans le monde de l'Union européenne, une directive, ça doit être transposé dans les 27 ordres juridiques nationaux, contrairement aux règlements qui n'ont pas besoin d'être transposés. Les directives, on les transpose. Dans le cas précis, la directive est tellement précise, justement, que la transposition laisse peu d'options nationales. Néanmoins, il faut transposer. Le gouvernement a reçu une habilitation pour effectuer cette transposition d'ici la fin de l'année, par ordonnance, et en particulier, on regardera avec intérêt dans cette transposition tout ce qui tourne autour de l'audit.
de ces reportings, quels sont qui peut le faire, dans quelles conditions, etc. Parce que ça pose problème aujourd'hui ou c'est simplement des difficultés de transposition il y a quelque chose de très nouveau dans cette directive, c'est qu'on dit nous allons normaliser les reportings en matière E, S et G, donc très grande près, et le reporting que vous ferez, il devra être audité, et audité probablement par un commissaire aux comptes. Dans un premier temps, et c'est le jargon du métier, on aura une assurance limitée, mais à terme, on aura une assurance raisonnable. Et une assurance raisonnable, c'est exactement le même niveau d'engagement pour l'auditeur que celui qu'il donne pour les états financiers. Et donc, à terme, on a donc la manière dont ça peut... Voilà des choses qui seront prévues dans la transposition de la directive. Ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc qu'on attend, c'est les normes elles-mêmes. Parce que la directive, elle explique ce qu'elle souhaite retrouver dans le reporting. Mais elle ne rentre pas dans le détail. En fait. Et le détail, c'est quelque chose qu'on appelle dans le cadre européen des textes de niveau 2, qui sont finalisés par la Commission européenne sur proposition d'organes techniques. Dans le cas présent, il y a un organe technique qui s'appelle l'EFRAG, niveau européen, qui a élaboré des normes très détaillées qui ont vocation à être repris pour tout ou partie par la Commission et devenir des textes obligatoires de niveau 2. Alors ces normes, qu'est-ce qu'elles disent ? Est-ce qu'on a une petite idée ? Est-ce qu'elles sont contestées ? Est-ce qu'elles sont acceptées ? Est-ce qu'elles font débat ? Alors l'Europe a été dans ce cas précis jusqu'à présent très diligente parce qu'on a commencé à travailler sur les normes d'application, les normes détaillées, avant même que le texte de la CRCRD soit finalisé. Mais parce que le sujet est complexe. Parce que le sujet est compétent. Et si on voulait pouvoir le mettre en œuvre en 2024, il fallait qu'on ait très vite ces normes. Alors aujourd'hui, on ne les a pas encore. Mais l'EFRAG, donc, qui a travaillé à faire ces propositions, a travaillé depuis de nombreux mois, a fait une consultation publique sur un projet l'an dernier. Sur la base de cette consultation publique de 12 normes, 2 normes générales, 5 normes sur l'environnement, 4 normes sur le social, 1 norme sur la gouvernance. Sur cette base-là, après la consultation publique, elle a finalisé un projet qu'elle a envoyé à la Commission fin novembre de l'an dernier, à charge pour la Commission de le revoir et de finaliser un texte qui devient donc obligatoire. On attend, alors c'est un process toujours complexe, on attend donc quelques jours maintenant le projet de la Commission finalisé, projet qu'elle va mettre en consultation publique pendant 4 semaines. Qui peut participer à cette... Tout le monde peut participer. C'est important, ça peut paraître des points assez complexes et réglementaires et pesants, ou peut-être pas très drôles, mais en fait c'est important parce que les répercussions sur les entreprises vont vraiment être majeures, donc il est important de comprendre et surtout de savoir quelles possibilités il reste de s'exprimer sur ces sujets. Alors aujourd'hui, la Commission essaye de traiter deux types de sujets par rapport au projet qui lui a été donné. Le premier type de sujet, c'est de dire est-ce que c'est gérable pour les entreprises en particulier? Est-ce que ça répond à la commande de la CSRD? Est-ce qu'il faut simplifier des choses? Est-ce qu'il faut phaser un certain nombre d'exigences? Ça, c'est un premier aspect. Et un deuxième aspect, c'est de vérifier que c'est cohérent avec les normes internationales. Parce que il faut avoir en tête que l'Europe a décidé qu'en la matière ESG, durabilité, elle aurait ses propres normes. Elle ne serait pas à la remorque de normes internationales établies, en l'occurrence, comme les normes financières, sous l'égide de la Fondation IFRS. Mais l'idée est quand même de dire, j'ai une ambition en Europe, mais cette ambition qui est plus forte que ce que l'on peut avoir au niveau international, je veux qu'à la fin, quand je respecte les normes européennes, automatiquement, je respecte les normes internationales. Alors ça, on pourrait y revenir, mais je voudrais quand même rester sur ce que vous disiez avant. Il y a potentiellement 12 normes. Est-ce que c'est sûr qu'on va les avoir? Vous avez dit qu'il y avait une consultation qui allait s'ouvrir.
Qu'est-ce qui est encore en débat? Est-ce qu'il est possible encore d'avoir une simplification ou a priori pas? Qu'est-ce que vous entendez dans les bruits de couloir ou vers quoi on se dirige? Alors, il faut se dire, à terme, on aura probablement ces 12 normes, sous une forme ou sous une autre, mais ces 12 normes, parce que c'est très important de couvrir le E, le S et le G dans ces différentes composantes. Donc on aura ces 12 normes qui sont d'application générale, c'est-à-dire que toutes les entreprises sont censées reporter selon ces normes. Et en plus, selon le secteur d'activité dans lequel vous êtes, j'entendais oil and gas tout à l'heure par exemple, quand vous êtes dans le secteur oil and gas, il y a en plus de ce qui est demandé d'une manière générale, il y a des données spécifiques au secteur qui se rajoutent. Donc l'EFRAG a fait le travail sur les normes générales et elle a entamé le travail sur les normes sectorielles, sachant qu'il doit y avoir à peu près 39 ou 40 secteurs qui seront couverts. Pour le moment, les normes sectorielles, on les a un petit peu mis de côté pour qu'on soit bien certain de finaliser le général et d'aider tout le monde à bien comprendre ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'à côté de ces normes, l'EFRAG prépare des guidance pour aider l'ensemble des parties prenantes à remplir ou à comprendre ce qui est là, en particulier sur des données qui font peur. Qu'est-ce qui fait parfois, par exemple, quand on dit qu'il faut couvrir la chaîne de valeur. Oui. Alors la chaîne de valeur, ça commence où et ça finit où? Et quelque part, comment vous faites pour avoir des données sur la chaîne de valeur, en particulier si vous n'êtes pas une très grande entreprise avec une capacité financière et humaine aussi. Pour gérer cela. Qu'est-ce que l'on appelle, on fait appel au concept de matérialité. Qu'est-ce qui est matériel et qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc, quelque part, derrière, si ce n'est pas matériel, ce n'est pas la peine de faire un reporting. Donc, mais ça veut dire quoi, concrètement, la matérialité d'un indicateur pour une entreprise X? Est-ce que c'est une valeur absolue? Est-ce que c'est une valeur relative? Est-ce que tous ces genres de choses? Donc, il y a de la guidance qui est en train d'être faite là-dessus. Elle va répondre à toutes ces questions? On peut s'attendre à quelque chose de clair? Parce que là, ce que vous décrivez, ça ressemble quand même à une usine à gaz, globalement. Alors, il faut reconnaître que sur les 12 normes, il y a 2 normes générales, mais il y a donc 10 normes très, très précises. Ça peut, pour une entreprise pour qui tout serait matériel et qui aurait, ça fait plus de 1000, ce qu'on appelle des data points à remplir, alors même que on n'est pas encore entré dans les normes sectorielles qui se rajoutent. Mais évidemment, ça, personne n'aura à tout remplir. Mais ça peut faire peur, en particulier si on ne comprend pas bien ce qui est demandé au titre de la chaîne de valeur et ce qui est demandé au titre de la matérialité. C'est en train d'être clarifié. Donc, faut être, on sera au clair dans ces domaines-là au cours de l'été. Mais alors, qui peut aider dans toutes ces démarches? C'est-à-dire que quand on est une entreprise cotée ou du CAC ou soumise à NFRD, on imagine qu'on a effectivement toute la structure nécessaire derrière. Aujourd'hui, on est une ETI, on a un petit peu plus de temps, mais néanmoins, on va tomber sous le coup de CSRD. On fait quoi? On embauche quelqu'un dédié à l'occupation du reporting extra-financier, tellement c'est énorme à remplir. Comment est-ce qu'on se fait accompagner? Je crois que ça dépend des entreprises, de la taille et du secteur, fondamentalement. Mais c'est vrai que pour beaucoup d'entreprises, en particulier non cotées sur un marché réglementé, il y a un travail important à faire. Et je dirais l'automne et surtout l'année prochaine sera dédié à sensibiliser et à aider les entreprises à se faire. Plus que sensibiliser à ce niveau, ce qu'il faut faire. Là, on les sensibilise. Mais tant que le texte n'est pas totalement figé et compte tenu du décalage d'une année, ce n'est pas la peine non plus. Mais ensuite, il va falloir être très, très actif pour que chacun comprenne bien ce qu'il doit faire. Mais pour cela, on a un tissu d'aide potentielle assez fort. On a bien sûr les experts comptables avec
les chambres régionales de l'ordre, on a les chambres de commerce, on a la Banque de France qui a une présence territoriale assez forte. Et nous, à l'autorité des normes comptables, on va s'employer à aider tous ces acteurs à faire prendre cette mayonnaise qui va prendre lentement parce que le chantier est très important. Très important, donc une entreprise qui n'y arriverait pas par mauvaise volonté ou avec bonne volonté parce qu'elle n'a pas les ressources nécessaires, est-ce qu'elle risque quelque chose ? Alors, il faut avoir en tête que c'est une affaire dans laquelle les directions générales doivent se saisir. Derrière, comme je le disais, on va demander une assurance limitée puis raisonnable, etc. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, ça veut dire qu'il y a un cabinet de commissaires aux comptes, souvent ça seront eux, pas forcément, mais enfin, a priori, souvent eux, qui vont auditer et dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a la différence entre une assurance limitée et une assurance raisonnable ? Une assurance limitée, c'est une assurance, j'ai rien vu de choquant. Le job est fait, j'ai vérifié, j'ai rien vu de choquant. L'assurance raisonnable, c'est dire j'ai vérifié et c'est bon. C'est comme les comptes. Mais néanmoins, les gens qui signeront assurance limitée, assurance raisonnable, prendront une responsabilité. Mais donc ça veut dire qu'il y a un risque uniquement pour le cabinet d'audit ou il y a un risque potentiellement pour l'entreprise ? Le risque, il est aussi... ça va dépendre si c'est une société cotée ou pas cotée. Si c'est une société cotée, eh bien, l'autorité des marchés financiers sera tout à fait en droit je connais bien, de poursuivre. Ce qu'il faut avoir en tête, je crois que c'est tellement compliqué, quelque part, pour certains, il faut avoir une vision progressive. Moi, on ne va pas, la première année, sanctionner des gens qui n'auront pas fait exactement ce qu'il faut. Ce qui est important, c'est que ça progresse et qu'on arrive assez rapidement à quelque chose de bonne qualité. Et à ce moment-là, il y aura les armes pour pouvoir pénaliser ceux qui ne respecteront pas. Il faut avoir en tête que ceux qui ne respecteront pas, ils auront un problème avec leurs financiers. Alors, évidemment, sur les marchés, mais aussi avec leurs banques. Parce que les banques elles-mêmes ont des obligations de reporting sur les financements qu'elles donnent. Et donc, si elles vont demander à l'ensemble de l'écosystème un certain nombre d'informations, et tout l'intérêt de CSRD, c'est de normaliser l'information et de ne pas avoir des demandes dans tous les sens, éventuellement contradictoires. Là, il y a un jeu de normes et à partir de ces reportings, on doit tout pouvoir satisfaire tous les besoins. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, je reviens parce que je vous avais coupé à ce moment-là sur l'articulation avec les autres normes internationales. Finalement, là, ça va s'avérer un avantage ? Il faut quand même avoir en tête que l'Union européenne est probablement la seule juridiction, enfin région, qui va demander un reporting aussi détaillé et normalisé à toutes les entreprises. C'est-à-dire pas uniquement aux entreprises cotées, mais à tout le tissu économique. La plupart du cas, les gens travaillent sur le reporting de durabilité ou ESG ou climat des entreprises cotées sur un marché. C'est-à-dire qu'ils font appel public à l'épargne sur les marchés. L'Union européenne veut bien au-delà. À juste titre, parce qu'on parlait du carbone tout à l'heure, qu'on soit coté ou pas coté, ça ne change rien sur le carbone qu'on émet. Mais néanmoins, on a ça. Et donc, ces normes internationales qui sont en cours de développement, à l'ISSB sous l'égide de la fondation IFRS, qui finalise ces jours-ci, elle aussi, deux normes, une norme générale et une norme climat, qui pourra être appliquée à partir de 2024 aussi, mais elles seront appliquées. Pour appliquer une norme internationale, il y a le choix entre deux modes. Soit on le fait de façon volontaire, une entreprise X ou Y aux États-Unis va pouvoir dire ben voilà, cette norme-là, je la prends et puis ça donnera une information à mes investisseurs de façon volontaire, soit on peut l'imposer dans un pays X ou Y. Je crois qu'on sera très prudent
pour imposer cette norme internationale dans des pays. C'est clair, les États-Unis ne le feront pas, parce que c'est pas. Mais cela n'empêche qu'un certain nombre d'entreprises vont très probablement retenir ces normes internationales pour faire leur rapport de gestion et couvrir les besoins investisseurs. Eh bien, merci beaucoup pour ces explications. Beaucoup d'explications probablement nécessaires encore au cours des mois prochains. On en reparlera sûrement. Je vous laisse maintenant entre les mains de Philippe Mabille, qui va continuer de parler de choses pas forcément facilement mesurables, notamment la biodiversité.